Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, je suis Jérôme Colomba. Et bonjour à toutes et à tous, je suis François Sorel et joyeux Noël! Ça y est, nous y sommes. Salut mon grand. Salut François, je suis ravi de te retrouver. Déguisé en Père Noël comme ça, tu es magnifique. Je sais, mais j'ai fait ça pour toi, pour te faire plaisir. Ça te va tellement bien. Ouais. Bon, on est Jérôme ravis. a encore le foie gras hein, devant lui, là. Le petit truc qui coule au coin de la bouche. Non. Là, la dinde. Enfin, c'est pas joli. Hein. Non. Bon, j'espère que tout va bien. Écoutez, on est très heureux de terminer cette année en votre compagnie. Et surtout, de bonnes fêtes à toutes et à tous. Et quand on termine l'année, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit bilan. Mais bien sûr, Hein allez, un petit bilan. Petit bilan perspective. Mais oui, avec les choses qui nous ont marqués en cette année 2022. Bon, moi, je pense que ce sera difficile de pas parler de... Chut, faut pas prononcer son nom. Ça C'est commence qui par E et avec un M. Ah oui, M, c'est ça. voilà. Oui, le gars qui fait des voitures et qui... Et qui va dans l'espace Qui va dans l'espace. et qui s'amuse avec et Twitter. qui casse Twitter. Qui Ouais, casse Twitter. je vois de qui tu parles. Voilà. On va parler de ChatGPT aussi. Ah ouais, l'intelligence artificielle. Ah oui, ça c'est la grosse claque de la fin de l'année quand même, hein, vraiment. Hein. Exactement. Mais de toute façon, cette année était quand même pas si inintéressante que ça. Voilà, c'est parti, c'est chez Jérôme et François, du mois de décembre 2022. Bienvenue. Et comme d'habitude, mixé en direct, François. Ah oui, mais ça c'est beau, Hein franchement. Même un 25 décembre, tu mixes parfaitement, Jérôme. Voilà, exactement. Non, c'est pas vrai, on va pas vous mentir, on a enregistré un peu avant de partir. Un peu avant. Ouais, on est Mais il y a déjà les sapins de Noël et les boules partout. Hein. Ouais, il y a On n'est pas loin. Hein. l'odeur du sapin en plastique, tout ça. Tout est là. Exactement. Oui, donc on voulait vraiment faire un petit point sur cette année écoulée. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis hyper content. Ce mois de décembre se termine en beauté. Oui. Après plein de mauvaises nouvelles et un bad mood quand même depuis un certain temps. Hein. Covid, Ukraine, tout ça, machin, crise sûr. économique, crise énergétique. Effondrement des valeurs tech américaines. Voilà, t'as Si. perdu tous tes bitcoins. Enfin bon, Oui, voilà, enfin, c'est dingue. Hein. C'est horrible. Mais, Non, mais je pense à tous ceux qui ont investi dans des cryptos. Pour certains, c'est gravissime. Hein, Ouais, c'est mais passé, hein. non, je pense que c'est pas. Ils le savaient. Hein. Enfin, Oui, ils le savaient. Puis ils savent, ils sont habitués au haut et au Ils avaient bas. peut-être oublié, en fait. Oui, ils avaient peut-être oublié. Bon, ils les reviendront pas maintenant, mais Oui, c'est tous les clair. spécialistes vont expliquer que ça remontera d'ici 3 ans, 4 ans. Donc, Faut pas être pressé, quoi. faut pas être pressé, exactement. Mais non, il y a vraiment des belles choses. On va parler de l'IA dans un instant parce que c'est vraiment au cœur de notre domaine. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On n'a pas pu passer à côté de cette expérimentation aux États-Unis sur la fusion nucléaire. Oui. Alors, c'est un peu en dehors de notre champ habituel, hein, mais c'est plein de promesses, ce truc-là. Voilà. Incroyable ce truc, hein, en C'est fait. dingue. Ouais. C'est expérimental, mais donc pour la première fois, on a Ça arrivera réussi. dans 50 ans ou 60 ans ou peut-être même jamais, mais, Mais en tout cas, c'est très prometteur visiblement. Hein. voilà, on arrive à fabriquer plus d'énergie qu'il n'en faut pour Oui. pour On la arrive produire. à fabriquer plus d'énergie qu'on en dépense. Qu'on en consomme et qu'on en dépense consomme, pour fabriquer. Donc c'est plein de promesses par rapport à tous les problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de choses, et notamment l'intelligence artificielle. On commence par ça. Allez. Hein. Et l'IA, ChatGPT, c'est une vraie révolution, cette histoire-là. Oui, et alors c'est rigolo parce que juste avant, tu m'avais parlé de Jasper. Ouais, et tout c'est- à fait. C'est très amusant parce que tu m'avais un peu ouvert les yeux sur cette technologie. Il y avait une corrélation entre les deux. Ouais. En effet, où vous tapez par exemple sur un champ, hein, vous écrivez un peu ce que vous voulez, et puis là vous avez, comme par magie, du texte. Voilà, ça pisse du texte Exactement. sur ce que vous demandez ou sur ce que vous écrivez en fait, et c'est assez impressionnant. Ouais, Jasper, c'est une start-up qui propose des services qui sont payants parce que c'est formaté notamment pour le marketing, etc. Mais qui se plug sur la fameuse intelligence artificielle GPT-3. Voilà, GPT-3. D'où ChatGPT, qui lui est complètement gratuit. D'ailleurs, à mon avis, il va faire un peu de mal à tous les services qui Je sont pense. payants là. Hein. Je pense, ouais. Et alors, bon, encore une fois, alors c'est le 25 décembre, peut-être que vous avez autre chose à faire, mais si vous avez envie de tester ChatGPT, c'est vraiment impressionnant. Vous vous retrouvez avec eh bien, la possibilité d'écrire ce que vous voulez, et là vous avez une intelligence artificielle qui va disserter sur ce que vous avez demandé. Franchement, c'est bluffant. On en a beaucoup parlé avec Jérôme. On se dit, alors c'est à la fois impressionnant mais un peu effrayant,
Bien sûr. On se dit, Jusqu'où ça va on aller. n'a jamais été en relation comme ça vraiment avec une machine, je trouve. Et donc Ouais. on se dit jusqu'où ça va aller cette histoire-là. Bah oui, parce qu'il y a plein d'aspects troublants. D'abord, il peut y avoir une confusion un peu émotionnelle, on va dire. Croire Oui. que c'est quelqu'un, alors que non, attention, il n'y a aucune personnalité derrière, il n'y a aucune conscience. Et puis, les potentialités, ça va être pour fabriquer des fake news, par exemple. Tu lui dis, fais-moi un bel article de presse expliquant que la Terre est plate ou que la fumée dans le ciel, c'est pour nous empoisonner. Il va te le faire. Ouais, il va ouais. te le faire. Et puis Alors il y a des garde-fous quand même, mais pas oui, beaucoup. fabriquer une bombe, c'est pas possible, etc. Pas beaucoup. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est les multifacettes. Il y a le côté très négatif. Et puis j'ai interviewé l'autre jour quelqu'un pour mon podcast qui me disait, mais il y a aussi des côtés positifs. Ça peut t'aider à l'argumentation. Par exemple, tu prends une décision. Lui, il me disait, j'ai fermé mon compte Facebook il y a quelques années. Et puis je voulais pouvoir expliquer pourquoi j'avais fermé mon compte Facebook. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir une argumentation en 10 points. Le truc a parfaitement Ouais, bien mis en forme mes idées, parce que c'est ça qui est très troublant, c'est qu'il a un esprit de synthèse, ce truc-là, qui est formidable. Après, le problème, c'est presque de l'appeler de l'intelligence, parce qu'il n'y a aucune intelligence. Non, Il n'y a pas d'intelligence. En fait, c'est les mots qu'on écrit qui sont des mots-clés pour certains, en tout cas plus importants que d'autres. Il va dans sa base de recherche chercher, en fait, grâce à des algorithmes, le sens de chaque mot dans le contexte, et après, il vous pisse des phrases, quoi, en quelque sorte. Mais il n'est pas bon, et ça a beaucoup été dit, et c'est important, il n'est pas bon sur l'information. C'est comme ça qu'il peut sortir des fake news, parce qu'il n'est pas bon sur l'information récente, parce que déjà... Parce qu'il est déconnecté. En fait, il est connecté jusqu'en 2021, il c'est a ça. cessé d'apprendre après 2021, Ouais. mais à la limite, ça, c'est pas... demain, il sera connecté à Google et donc Bien ce sûr. problème-là sera réglé. Mais il est également, comment dire, en fait, il n'est pas là pour donner des bonnes réponses. Il est là pour mettre en forme des argumentations, écrire des textes, pisser de la copie, voilà, comme on dit. Hein. Ouais, c'est dingue. C'est ça qui est assez C'est fou fabuleux. parce que ça peut vous faire un poème, ça peut vous écrire une chanson dans un style de. C'est ça qui est fort. Voilà, vous Oui. dites, voilà, écris-moi une chanson à la Vincent Delerme, il va vous faire un truc qui ressemble un peu à Delerme parce qu'il va aller chercher dans tous les textes des chansons qu'il y a. C'est assez impressionnant quand même. Ah ouais, moi je pense qu'on vraiment on a franchi un cap là. On est passé dans un nouveau truc. Ouais. Parce que pour l'instant c'est un gadget, on s'y amuse, on s'amuse avec comme avec Akinator ou autre, tu sais. Oui, C'est bien un sûr. jeu, c'est un jeu, Ouais, c'est un jouet. Mais ça va être récupéré pour du professionnel, des applications professionnelles, et il y a un potentiel énorme. Après, Et tu sais quoi, moi, il y a un truc aussi qui me fait un peu peur, c'est que si on arrive demain à plugger ça sur les assistants vocaux, ça va tout changer parce qu'on pourra avoir de vraies discussions avec les assistants vocaux. tu as Aujourd'hui, raison. ils sont un peu, excuse-moi, mais un peu bêtes. Tu vois, Ils sont très bêtes. ils sont très efficaces pour certaines tâches, mais tu ne peux pas avoir de discussion vraiment. Là, demain, tu connectes ta reconnaissance vocale, ton Siri, ton Google Home ou ton Alexa à ChatGPT, tu peux avoir des discussions à n'en plus finir. Ouais. Et peut-être même que tu pourrais tomber amoureux de ton assistant vocal. Mais c'est ça le vrai problème. Mais oui. C'est ça l'un des vrais problèmes. Il y a un autre problème, c'est est-ce que ça va remplacer les journalistes ? Moi, franchement, je suis pas du tout inquiet. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... je pense que non, mais malgré tout, ça peut faire du mal, on va dire, à certaines rédactions d'articles faciles, entre guillemets, qui ne nécessitaient pas vraiment, tu vois, une investigation, un travail, on va dire, écrit très important. Ouais, mais c'était juste des rédacteurs, quoi. C'est des gens qui sont... Voilà. Et c'est comme dans tous les secteurs. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle remplace les tâches qui ont le moins de valeur, en fait. Et écrire des articles, moi je le fais aussi, mais c'est pas le truc, finalement, qui nécessite le plus de compétences intellectuelles. C'est de la mécanique, etc. Le vrai travail de journaliste, il est d'aller identifier des informations, vérifier, croiser, choisir des sujets, douter de l'information qui nous arrive, etc. Bien sûr. Juste un dernier mot là-dessus. Tu sais pourquoi ça me touche particulièrement, moi, cette histoire de ChatGPT ? Parce que je vais te faire une petite confidence. Il y a des années, quand je programmais sur mon ordinateur en BASIC, je devais avoir, une petite vingtaine d'années, et
J'avais fabriqué une intelligence artificielle conversationnelle. Waouh. En fait, ça s'appelait Fozzie, parce que Fozzie, c'était le nom d'un ordinateur dans un roman que j'avais adoré, qui était La Nuit des Enfants Rois de Bernard Lantéric. Je m'en souviens très bien. Fozzie, le super ordinateur. Et en fait, ce truc-là, et alors je l'avais montré à mes parents, machin et tout, il y avait une ligne de commande, tu lui parlais, tu disais bonjour, quel âge as-tu, quel temps va-t-il faire demain et tout. Et le truc te répondait. Et comment il te répondait ? C'était pas du tout de l'intelligence artificielle, mais c'était le seul système qui était à ma disposition à l'époque. Il avait une base de données de phrases toutes faites. Il avait une base de données de mots qui avaient une forte chance d'être opposés, genre comment tu as, est-ce que tu es un garçon ou une fille, je t'aime, etc. Et puis, quand tu lui posais une question, il faisait la corrélation, etc. Mais parfois, ça faisait son petit effet. Mais bien sûr, c'est rigolo. évidemment. Et puis là, ça ouvre des brèches, on va dire philosophiques incroyables, ce truc-là. Si tu te dis, mais jusqu'où ça va aller ? Est-ce qu'on peut s'attacher à ce type d'intelligence artificielle ? Faut pas oublier qu'on est beaucoup plus fragile en fait que ces algorithmes. Et je pense qu'il faut quand même faire attention. On pourra avoir, j'en suis sûr, dans les mois ou les années qui viennent, des anecdotes assez troublantes avec ChatGPT. Absolument. Alors, il y en a un autre qui est troublant en cette fin d'année. Ça pour troubler, il trouble. Ça, c'est clair. Elon Musk, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. T'es un peu malade, en ce mois de décembre, là. Pour tout te dire, c'est la saison. Oui, bah ouais, si vous m'entendez tousser de temps en temps, c'est vrai que c'est pas joli. Mais bon, on tient bon quand même. Non, mais c'est vrai, Elon Musk. Alors là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait ces derniers temps ? Mais ce mec-là, il a pété un câble. Moi, je crois pas. Tu crois qu'il a pété un câble ? Écoute, je sais pas. Alors peut-être pas, il a peut-être pas pété un câble, mais comme ce mec-là est sans filtre, ouais, c'est ça le problème. il a pas, en fait, il a pas notre, comment dirais-je, notre... Il a pas c'est pas le politiquement correct, mais il n'a pas le mais... vernis voilà, qu'on attend d'un mec comme ça, quoi. Voilà, il balance tout ce qu'il doit dire et voilà, Twitter ne va pas bien, Twitter est au bord de la faillite. Là, il l'écrit sur Twitter, si tu veux, sans penser que tous les annonceurs publicitaires qui sont en train de lire ce truc-là se disent « Oh, je vais peut-être plus investir sur Twitter parce que c'est à la limite de la faillite. » Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est bizarre parce que ce mec-là est très brillant, beaucoup plus brillant que toi. Alors peut-être pas toi, mais que moi, ça c'est certain. Et c'est vrai que tu te dis comment... comment il peut arriver en fait à faire des trucs aussi gros, quoi. Bah, tu sais, c'est typiquement le mec qui a un super QI, un super quotient intellectuel, mais qui doit avoir un quotient émotionnel nul. Ah bah oui. Nul. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que le monde est une série d'équations pour lui, et puis c'est tout, quoi. Il y a rien d'autre. Il y a pas d'affect, il y a pas de machin, il y a pas de truc. Et les angles, ça ne s'arrondit pas pour lui. Ah bah non. Après, sur Twitter, il y aurait 1000 choses à dire. En plus, on sait pas tout. Qu'y a-t-il exactement dans la tête d'Elon Musk ? Qu'est-ce qui se passe dans les couloirs de Twitter ? Mais vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression que le mec, il est en ce qu'on appelle le test and fail, quoi. C'est-à-dire ce qu'on fait dans les startups. On essaye et si ça pète, c'est pas grave. Si ça pète, c'est pas grave, on essaye autre chose. Sauf que Twitter, c'est pas une start-up. Bah voilà, c'est pas une start-up. Il joue avec 350 millions d'utilisateurs ou presque. Moi, il y a quand même un petit peu un truc qui me fait un peu, je suis un peu dubitatif. C'est l'ampleur que ça prend, notamment en France, où on part dans des grandes envolées lyriques, en déplorant. Par exemple, il fait des sondages qui évidemment ne sont pas des sondages. C'est des trucs sur Twitter, ça n'a pas valeur de sondage. Oui. Donc c'est pas un vrai sondage, donc c'est pas de la démocratie, mais personne n'a dit qu'il fallait faire de la démocratie sur Twitter. Ok, Twitter est rentré dans la vie publique, mais bon voilà, ça reste une entreprise commerciale, ça reste un jouet entre les mains d'un milliardaire, et c'est pas un truc, alors ça peut être effrayant, ça effraie un peu, il y a eu des réactions au niveau gouvernemental en France, au niveau européen, la Commission européenne qui réagit aux frasques d'Elon Musk sur Twitter, c'est peut-être un peu exagéré. Un peu exagéré quand même. Mais je pense que il est important aussi de poser quelques garde-fous, même s'ils sont un peu trop tôt dans le déroulé de l'histoire de Twitter. Je pense que malgré tout, le fait de dire « Ok, attendez, on est là, Elon Musk, ne fait pas n'importe quoi, parce que tu as quand même ce qu'a dit Thierry Breton, une bombe à retardement entre les mains, n'en fais pas n'importe quoi. » Et c'est vrai que...
on peut se poser la question, là, t'as vu, si on suit les derniers rebondissements, à l'heure où on enregistre ce podcast, Elon Musk a demandé en fait à sa communauté s'il devait se barrer ou pas. Sa communauté a dit oui, barre-toi. Il y a eu 17 millions de gens qui ont voté quand même. Hein. Et il a dit, enfin en tout cas, le dernier tweet qu'on a pu lire, c'est à l'heure où on enregistre, il va trouver quelqu'un d'assez idiot pour le remplacer aussi comme CEO, c'est ce qu'il a dit, voilà, à texto, et que lui s'occupera du développement et du logiciel de Twitter. Voilà. Ça dit, c'est pas absurde. Hein. Non, c'est pas absurde. Voilà, il sera sans doute meilleur sur ces trucs-là que sur la promotion et le poste de CEO. Mais ça lui appartient à lui, tu vois. Est-ce qu'il n'aura pas toujours la main légère pour envoyer des tweets comme ça, des bombes à retardement qui vont exciter tout le monde? C'est ça aussi le problème. Ouais, mais je pense aussi qu'on est dans un univers qui va tellement vite. C'est-à-dire que si le Twitter d'aujourd'hui était le Twitter définitif, il faudrait s'inquiéter. Mais on n'en est pas là. Le mec, il est en train de prendre les commandes et on n'est pas du tout ce que tu disais, on n'est pas du tout au bout de l'histoire. Non. On n'est pas au bout de l'histoire. Après, on ne peut pas lui reprocher de manquer de transparence. Hein, certes. Dès qu'il fait un truc, tout le Bien monde, sûr. voilà, ça se fait en totale oui. transparence. Et on va voir ce qui va se passer en 2023, ça va être passionnant. Hein. Est-ce qu'on va assister à la stabilisation de Twitter? Est-ce qu'on en est qu'au début de la dégringolade de Twitter? C'est possible aussi, hein. Tu sais, il est possible aussi que Elon Musk se dise au bout d'un moment, et vous savez quoi, j'en ai marre de ce truc-là, je revends. Il peut revendre Twitter. Il a payé un prix que peu de personnes... Il le vendra pas 44 milliards, ça voilà. C'est certain. Mais bon, tu sais, hein, il a, je crois, 200 milliards de fortune un peu partout. Bon, voilà. Oui, mais enfin, après, c'est basé sur des comment dire, des valeurs de société, des valeurs de société très volatiles. Hein. Bien sûr. Voilà. Bon, mais il n'est pas à plaindre en tout cas. Non, il n'est pas à plaindre. Moi, je pense. Alors, on peut lui trouver plein de défauts, mais c'est pas du tout pour être pour ou contre. Mais il reste assez fascinant comme personnage. Quoi. Ah non, mais bien sûr. Hallucinant. Et puis moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que effectivement, là, on le critique. C'est vrai qu'il se fait traiter de tous les noms d'oiseaux par tout le monde, etc. Premièrement, la plupart des utilisateurs de Twitter s'en foutent complètement, utilisent Twitter comme avant. Ouais. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai vu des gens, ça me fait beaucoup de trucs. Bon, écoutez, alors là, maintenant, ça suffit, ça ne peut plus durer, je quitte Twitter. Oui, j'en ai vu aussi. Mais beaucoup de gens, enfin, moi, tu vois, j'ai plein de potes autour, ils suivent pas l'actualité au jour le jour comme nous, ils sont sur Twitter. Et leur fil Twitter n'a pas changé. Ouais. C'est toujours, enfin, la promesse est toujours tenue. C'est intéressant ce que tu dis. Et ce sont des gens qui ne sont pas actifs, qui ne publient pas, mais qui ne sont pas blâmables pour autant. Parce qu'ils utilisent Twitter comme source d'information. Bien sûr, c'est un excellent outil de consultation d'infos. Voilà. Et d'ailleurs, eux, ils ont eu un peu peur parce que quand Elon Musk a dit les comptes inactifs, on va les fermer, et ce qui était une connerie, et finalement il l'a pas fait, et il le fera sans doute pas. Après, qu'est-ce que c'est qu'un compte inactif? C'est un compte qui tweete pas, quoi. Oui, mais est-ce qu'un compte, un compte inactif, ça peut être un compte, en tout cas un compte actif, ça peut être un compte de quelqu'un qui ne tweete pas, mais qui check régulièrement son compte et regarde un petit peu ce qui se passe, tu vois, parce que ça, il le voit, Twitter. Ouais. Il voit que moi, je me connecte sur mon compte, et même si je tweete pas, que je suis en train de scroller, que je regarde, que je clique sur des liens, etc. Ouais. Ça, c'est pas un compte inactif, finalement. Oui, de ce point de vue-là, il n'est pas inactif. C'est vrai. Il y a une seule chose, je trouve, qui a réellement diminué, enfin, qui se fait vraiment sentir sur l'utilisation de Twitter aujourd'hui depuis ces derniers mois. Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est réel, mais je pense que la recommandation des tweets fonctionne beaucoup moins bien. Parce qu'on peut, sur Twitter, soit avoir les tweets de manière chronologique, il suffit de cliquer sur la petite étoile en haut à droite, là, dans l'appli, soit avec une recommandation en fonction de nos centres d'intérêt, des gens qu'on suit, etc. Mais en respectant une forme de chronologie malgré tout. Hein. Le but du jeu, c'est pas qu'ils te ressortent des tweets qui ont 1 an et demi. Non, c'est sûr. Et là, c'est un peu le bazar. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui reviennent tout le temps, qui sont anciens, et puis des trucs qui mériteraient... Mais comme Instagram, en fait. Je sais pas si tu scrolles de temps en temps sur Insta, mais au bout d'un moment, les algos, en fait, te repostent les mêmes choses, les mêmes types de trucs, etc. Alors, les mêmes types, c'est une chose, mais les mêmes posts, c'est un problème. C'est embêtant. Bon voilà, enfin Twitter... On verra bien 2023 ce qui va se passer, ça va être passionnant. Et puis bon courage au prochain CEO, il va avoir, je pense, 2-3 trucs à faire parce que tu as toujours... Tu as envoyé ton dossier de candidature, hein, c'est ça? Et tu as Elon Musk qui est derrière ton oreille et qui te parle. Hein. Oui, non, mais là, bien sûr, dans l'oreillette, il t'explique tout. Voilà, chez Jérôme et François, le dernier de l'année 2022. Et oui. Et on voulait vous dire un mot également de nos cadeaux de Noël, c'est ça? Non, alors, cadeaux de Noël. Moi, j'avais... en fait,
y a plein de choses qui m'ont marqué en 2022, mais pour changer un petit peu, il y a une série que toi aussi tu as regardé et que tu as bien aimé. C'est la série The Playlist sur Netflix. Excellent, qui raconte l'histoire de Spotify. Exactement. Ouais. Et on se dit... c'est la série de geeks parfaite. On se dit, ouais, la série de Spotify, l'histoire de Spotify, ça va pas être très intéressant. Mais en fait, c'est super intéressant. C'est génial. C'est super intéressant parce que, c'est une photographie d'une époque. On est au tout début, on est 2005, 2006, 2007. Vous avez tous les sites de peer-to-peer qui explosent. Vous avez Pirate Bay, vous avez tous ces sites qui faisaient exploser le piratage, les maisons de disques qui sont aux abois, etc. Et vous avez ce Suédois là, qui a cette idée géniale de proposer du streaming. Et franchement, il veut en faire un truc légal. Et il a Ouais. le plus grand mal à convaincre les maisons de disques, etc. La lubie de ce mec-là, c'était que on n'attende pas quand on clique sur un morceau pour que ça marche tout de C'est suite. son truc. Et moi, je trouvais ça mais incroyable. Le mec, il est en train de révolutionner la musique et sa seule obsession, il calculait ça, il avait des algos et tout, il calculait pour que la musique se lance en 0,2 secondes maxi. Voilà, il Et met la si pression. ces développeurs n'y Ouais. arrivaient pas, il se faisait engueuler en fait. Parce que pour lui, la réussite, en fait, l'ergonomie et la réussite du service, c'était de pouvoir écouter une musique instantanément. Et tu sais quoi, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à Netflix. Netflix avait la même vision. Netflix, au tout départ, leur problématique, c'était comment diffuser de la vidéo, même quand on a un débit de naze, en fait. Ouais. Et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a t'as le contenu, mais après, tu as l'aspect technologique qui est là pour, en fait, avoir une expérience utilisateur qui soit irréprochable. Et après, on va pas tout vous raconter, parce que je vous invite vraiment à regarder cette série qui vous commencez à mettre le doigt dedans, vous allez la regarder très très facilement et très rapidement, mais c'est super. En plus, c'est quoi. une mini-série, il n'y a que 6 épisodes. Voilà, et ça raconte en plus les maisons de disques qui étaient vraiment très agressives à l'époque, qui ne voulaient surtout pas entendre parler, qui ne comprenaient pas. Qui ne comprenaient Qui pas. ne comprenaient pas du tout ce qu'était Spotify, en fait. Ils Mais mélangeaient ça avec du peer-to-peer et donc des sites de pirates, etc. Enfin, c'est passionnant. Ouais. Et encore une fois, tout ça repose sur des personnalités qui étaient visionnaires. La vie de qui ont Daniel tout changé. Ek. Il s'appelle Daniel Ek. Le fondateur. Et puis le patron de Sony aussi, qui a été l'un des premiers à se rendre compte du génie de ce truc-là, franchement. Et on se rend pas trop compte aujourd'hui parce qu'on s'habitue. Mais Spotify, c'est sans doute l'une des plus belles innovations créées par Internet. Vraiment. Le fait de se dire qu'on a 100 millions de titres disponibles en une fraction de seconde, c'est quand même incroyable. Il y a eu 2 étapes clés dans la dématérialisation de la musique. C'est iTunes. Steve Jobs a fait la première partie du chemin et du travail, mais c'était pas abouti. Et ensuite, effectivement, Spotify qui a inventé le streaming avec ce démarrage instantané. Bien sûr. Mais rappelle-toi, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on l'a vécu ça. On était déjà à fond là-dessus, on commentait. Moi, je me souviens tellement en 2006-2007, je téléchargeais des versions illégale de Spotify, parce que Spotify n'a pas commencé tout de suite dans la légalité, en fait. Ils avaient des bêta-tests, il fallait avoir un iPhone jailbreaké pour pouvoir télécharger Spotify, pour tester, en fait, ce service-là. Et moi, je me souviendrai toujours, j'étais en Corse, c'était un été, et je me retrouve avec cette appli que je découvre comme ça, et là, je me rends compte de la puissance du truc. J'étais au bord de l'eau, tu vois, j'étais en 3G à l'époque, tu vois, il n'y avait même pas de 4G et tout, et j'écoutais de la musique avec une super qualité, et je me suis dit, si ce gars arrive à convaincre les maisons de disques, et voilà, il a tout gagné, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, on en parlait, toi et moi, on se disait, mais de toute façon, le futur de la musique, c'est le streaming. Et bien sûr. Le streaming légal, c'est évident. Mais quand tu disais ça autour de toi, les gens te disaient, oh, non, mais moi, je veux acheter mes disques chez moi, je veux posséder mes disques, et comment je fais pour les prêter, et comment je fais pour les voir, les toucher, et voilà. Et on savait que ce modèle-là, alors même s'il revient un peu aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce besoin de oui, le vinyle, etc. Alors, on n'est pas en train de dire que le streaming est génial pour tout. Je pense qu'il y a eu de la casse auprès des musiciens, auprès des artistes, etc. Il fallait retrouver un équilibre. Parce que le modèle économique n'est pas le même que lorsqu'on vendait des CD. Voilà, pour gagner de l'argent sur Spotify, il faut avoir des millions de téléchargements, et c'est pas le cas de tous les artistes. Mais malgré tout, c'est quand même impressionnant. Et tu sais, on dit souvent Spotify.
l'expérience utilisateur de Mhm. Spotify est exceptionnelle. Et tu écoutes, par exemple, moi je suis abonné à Apple Music, eh bien tu as toujours quelques millisecondes supplémentaires Mhm. avant d'écouter ton titre quand tu cliques dessus, alors que sur Spotify c'est toujours instantané. Et je pense que s'il ne passe Ils pas... conservent cet avantage-là. Et s'il passe pas au lossless et à la musique de très très haute qualité, c'est parce que ce sont des plus gros fichiers et que là, justement, on se retrouverait avec des temps de latence qui sera encore plus élevés. Enfin, on pourra en parler pendant des heures. Ouais, on pourra en parler pendant. Et l'attitude des maisons de disques et des professionnels à l'époque, je sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me fait un peu penser à ce qui se passe aujourd'hui avec le cinéma. Mais pareil. Voilà, le cinéma, bon. Et encore, le cinéma a entamé sa mutation avec Netflix, etc., qui les pousse véritablement dans leur dernier retranchement, si tu veux. Mais bon, la chronologie des médias, tous ces trucs-là, bon, enfin bref. Ouais, Ça, c'est un autre débat. ouais, c'est un autre débat. Mais et puis les salles de cinéma qui font tout ce qu'elles peuvent, les pauvres, elles investissent pour essayer de continuer à attirer les gens, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est l'expérience qui risque de ne J'ai jamais. réservé ma place pour aller voir Avatar 2, là. C'est bien, Ouais. bravo. Tu soutiens le cinéma Dans une français. salle Dolby Cinéma, etc. Bon, je m'accroche, hein, il paraît que ça dure 3h20, hein, Oh. mais il paraît que c'est exceptionnel. Ouais. On verra. Tu me raconteras. Mais bien sûr. Voilà. On ne tousse pas pendant le jingle. Pardon, monsieur. Bon, il nous reste quelques minutes. Allez, tu voulais me parler d'un truc Oui. qui s'est passé là ces dernières semaines. Une innovation qui a été enclenchée, on va dire. Oui, et c'est Mélinda Davansoulas, qui fait partie de la rédaction de Tech & Co, qui a testé en fait la fonction message d'urgence de l'iPhone par satellite. Tu Mhm. sais, les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro, etc. ont une fonction qui permet, quand tu n'as pas de réseau, de pouvoir envoyer des messages donc par satellite. En France, depuis peu, ça marche depuis quelques jours à peine. Et donc Mélinda est allée pas très loin, dans la région parisienne, c'est fou. Il y a des endroits où T'as pas de réseau. t'as pas de réseau, Ouais. à quelques kilomètres de Paris. En forêt. C'est dingue, hein, quand même. Ils ont dû bien chercher la zone pour faire la démo. Hein. Bien sûr, parce que c'est Apple qui a organisé tout ça, à moins qu'ils éteignent les émetteurs autour, tu sais, je sais pas trop. Mais en tous les cas, voilà. Bon, au-delà du fait que ça marche et que c'est bluffant, parce que tu vois, avec ton téléphone, tu pointes le satellite un peu comme une parabole. Voilà, tu dois d'abord lancer une appli C'est ça. qui te dit comment te positionner pour capter le signal, en fait. Et après, tu envoies un message. Alors après, il y a des algorithmes qui compressent énormément les données parce que justement, ça part haut, etc. Ouais. Mais ça marche. Et elle a réussi à rentrer en contact avec quelqu'un qui était à distance, voilà, dans un centre de secours. Mais ce qui est intéressant, c'est que Apple, là, a ouvert une brèche incroyable. Mhm. Aujourd'hui, ils nous font le coup, ouais, c'est des messages par satellite, etc. Mais dites-vous bien que dans quelques années, on pourra se connecter à Internet par satellite avec n'importe quel téléphone. Voilà. Et moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça effrayant pour les opérateurs télécoms, mine de rien, parce Ouais. que tu te dis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va pas rabattre les cartes au niveau mondial en fait, des réseaux télécoms, en quelque sorte, tu vois ? Et donc, ça pose plein de questions. Et je sais qu'Apple, de par les brevets qu'ils ont posés, etc., prépare l'après. Et l'après, ce sera que, voilà. Ouais. Alors c'est intéressant, mais je ne suis pas persuadé que les opérateurs aient à souffrir de ça, en tout cas sûrement pas à brève échéance, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils réfléchissent eux-mêmes à un réseau de satellites. Ils vont se... Ouais, mais bon, réfléchir, ça aussi, c'est typiquement notre tout le monde réfléchit. Ouais, mais regarde, et Apple n'est pas Starlink, opérateur. mais Starlink, ça fait des années qu'ils ont réfléchi, hein, que c'est lancé. T'as OneWeb aussi en France, enfin en Europe avec Eutelsat. Non, mais ils font qui a plus que lancé son offre de réfléchir. satellite. Ils ont des offres déjà. Ils ont déjà, par exemple, Orange a des trucs. Oui, mais c'est du géostationnaire, c'est à 36 000 km d'altitude. Ouais, Tu pourras jamais capter ça à 36 000 km d'altitude avec un téléphone. Parce que là, ce qu'a fait Apple avec Globalstar, ce sont des satellites qui sont en basse orbite, basse orbite. à quelques centaines de kilomètres, en fait. Et ça change tout. 36 000 km, t'arriveras Il jamais. suffit de passer un accord avec un réseau de satellites. Et bien, voilà, c'est faisable. bien évidemment, Ouais. mais si tu veux et puis tu as raison. Je veux dire, quand tu es dans un endroit clos, le satellite, ça passera pas. Il faudra toujours que tu aies des antennes terrestres. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une petite révolution qui est en train de se mettre en place. Et voilà, Apple a mis un pied dans la porte, si tu veux. Et Ouais. je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Ouais, ok, mais alors là, je demande à voir. Tiens, on parlait de la musique tout à l'heure. Apple a inventé le téléchargement de musique numérique avec iTunes, et puis ils sont pas allés plus loin. Donc, je sais pas si
à mon avis, en plus, il y aura toujours pour des questions de qualité de service. Ils ont lancé Apple Music, Apple. Pourquoi tu dis ça? Ils ont leur service de streaming aussi. Non, mais je veux dire, c'est arrivé après la bataille. Oui, oui, bien sûr. Non, mais bien après. Je pense pas que ce soit comparable. Ils n'ont pas inventé. Ils n'ont rien inventé à ce niveau-là. Quoi. Non. Mais là, ils inventent quelque chose. On est d'accord. Ouais, ils inventent quelque chose parce qu'ils ont le device. Et je pense, connaissant Apple, que ce n'est pas que pour qu'on puisse passer des messages d'urgence quand on est dans une zone où il n'y a pas de réseau. Je pense. Un jour Mais ou bon, l'autre. on verra. Dans quelques années. Bon, bah écoutez, why not, hein. Voilà. Dernière chose. Ouais. Bon, t'as préparé ta valise ou pas? Bien sûr que je prépare activement ma valise. Pour l'instant, je suis pas encore à la valise. Je suis à la liste de tout ce que je dois mettre dedans. Ah ben voilà, c'est ça. Des micros, Et voilà, parce que vous savez qu'on s'apprête à partir au CES de Las Vegas comme chaque année. On y sera, bien sûr. Alors Jérôme, des podcasts. Moi-même, Tech & Co, on fera des émissions ensemble avec Jérôme aussi, bien sûr, pour vous faire un peu de pub. Ce CES, bien sûr. Hein, vas-y. Alors bon, toi, évidemment, Tech & Co, regarde, il faut donner la grille des programmes quasiment. Alors moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 5 janvier à 22h, heure de Paris, car je serai à Las Vegas et ce sera pour une émission en direct. Une émission radio, une émission audio live, mon ami. Ça peut être pas mal. J'en dis pas plus, mais voilà. Toi, t'as un truc derrière la tête. J'ai un truc derrière la tête qui sera annoncé en janvier, et en tout cas, soyez là. Voilà, réservez votre soirée. Juste avant, il y aura eu Tech & Co, bien sûr. Ce sera le premier Tech & Co depuis Las Vegas. Voilà, on fait Tech & Co jeudi soir, vendredi soir et lundi soir depuis le CES de Las Vegas. Il y aura de quoi je me mêle. Il y aura Tech Hebdo aussi, Jérôme, l'émission qu'on co-anime tous les deux. Il y aura une émission aussi sur l'immobilité en route pour demain. Voilà, il y a plein de choses. Il y aura plein de trucs. On va vous le faire vivre. Il y a Simotel aussi qui sera là. Il y va. Ouais, il va faire son Tech & Co business. On va se retrouver. Voilà, ça va être cool, je pense. Bon, bah, écoute, ça va être génial. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous en cette fin d'année 2022, en espérant bien sûr vous retrouver à partir de 2023 pour tous ces programmes qu'on vous concocte, Tech & Co, Monde Numérique et tout ce qui va avec. François, je te souhaite une bonne fête de fin d'année. Mais toi aussi, mon grand, profite bien. En plus, toi, tu vas faire un petit road trip américain juste avant. Ouais, moi, je pars un petit peu plus tôt aux US voilà, pour faire un petit truc, histoire d'arriver, ne pas avoir le jet lag dans la figure, tu sais. C'est bien. Moi, je le ferai après. Et donc, on se retrouve pour le CES, évidemment. Portez-vous bien, merci de nous suivre, en tout cas, et terminez bien cette année, les amis. Merci pour votre fidélité. Salut à tous.